Avant de commencer, j'aimerais vous poser 2 questions rapides. Si vous appréciez les histoires sombres et réalistes, empreintes de suspense psychologique, alors profitez de cette occasion pour abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, ainsi vous ne manquerez aucune histoire comme celle-ci. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. D'où regardez-vous en ce moment? C'est toujours impressionnant de voir jusqu'où ces histoires peuvent aller. Le château de Montrevaux ne figurait dans aucun guide touristique de la vallée de la Loire. Pas de panneaux, pas de brochures colorées dans les hôtels alentours. Pourtant, tout le monde en connaissait l'existence. C'était le genre d'endroit qui se transmettait de bouche à oreille et qui était toujours suivi d'un silence gêné. Construit à la fin du XVIIIe siècle, Montrevaux se dressait isolé au milieu de bois denses et de collines basses, enveloppé d'une brume persistante qui semblait émaner de la terre elle-même. Ses tours de pierre sombres se dressaient comme des sentinelles lasses, et les hautes fenêtres, dont beaucoup étaient brisées, donnaient l'impression d'yeux vides observant quiconque s'approchait. Camille Moreau arriva dans le petit village voisin par une grise matinée d'octobre. Elle était restauratrice de patrimoine historique, engagée par un consortium privé, désireux d'évaluer la structure du château avant de décider d'une éventuelle réhabilitation du site. Âgée de 36 ans, elle avait un tempérament pragmatique, une tenue vestimentaire discrète et une solide expérience dans la restauration de bâtiments anciens à travers la France. Elle ne croyait ni aux fantômes, ni aux malédictions, ni aux histoires de hantises. Elle croyait plutôt aux fuites, aux moisissures, aux fissures et à la négligence. Pourtant, quelque chose dans l'atmosphère du village la mettait mal à l'aise. Au café de la place centrale, les habitants évitaient d'évoquer Montrevaux. Lorsque Camille demanda son chemin, une dame s'arrêta net, sa tasse à la main. Un homme d'un certain âge fit mine de ne pas entendre. Le serveur se contenta de pointer l'est du doigt, 2 doigts raides, comme pour signaler une erreur. « Personne n'y a travaillé depuis des années », murmura-t-il sans la regarder. « Bonne chance !» Camille transporta son matériel jusqu'à la voiture de location et emprunta la route étroite qui serpentait entre des arbres tortueux. Quelques minutes plus tard, la radio perdit le signal, ne laissant apparaître qu'un faible grésillement qu'elle éteignit. La porte principale du château était entr'ouverte. C'était une structure en fer rouillé, suspendue à une charnière. Le vent faisait craquer le métal par à-coups. Camille se gara, enfila son gilet, réfléchissant par réflexe professionnel, et prit sa lampe torche, son appareil photo et son carnet. La cour intérieure était jonchée de feuilles mortes et de branches cassées. Des traces de pneus récentes marquaient le sol humide, ce qu'elle remarqua sans trop y prêter attention. Sans doute des visiteurs occasionnels, des explorateurs urbains, des amateurs de sensations fortes. La porte principale céda sous une poussée ferme. L'intérieur empestait le moisi et le bois pourri. La lumière filtrant par les hautes fenêtres dessinait des traînées obliques dans l'air chargé de poussière. Chaque pas résonnait plus fort qu'on ne l'aurait cru, comme si le bâtiment renvoyait les sons avec un certain décalage. Camille a entamé son protocole habituel, photo des murs, relevé des fissures, observation du plafond. Des signes évidents d'infiltration d'eau étaient visibles dans le hall principal, ainsi qu'un escalier partiellement endommagé. Rien d'étonnant pour un bâtiment abandonné depuis des décennies. Ce qui n'était pas conforme aux attentes, c'étaient les objets. Des chaises soigneusement empilées dans un coin, un lustre relativement propre sur une table. Des empreintes de pas récentes dans la poussière du couloir latéral. Petites, comme celle de quelqu'un portant des bottes légères. Elle a suivi la piste. Le couloir menait à une ancienne aile résidentielle. Les pièces vides se succédaient, toutes aussi dépouillées les unes que les autres, à l'exception de détails étranges. Un rideau déchiré encore accroché à la tringle, un miroir brisé appuyé contre le mur, une porte verrouillée de l'extérieur par une chaîne improvisée. Camille a tout noté, ressentant un malaise croissant. Dans la 3e pièce, il découvrit de profondes marques sur le parquet, comme si un objet lourd avait été traîné à plusieurs reprises. Ces marques menaient à une porte plus petite, presque invisible dans le mur recouvert de vieux panneaux. Derrière elle, un escalier en colimaçon descendait jusqu'aux fondations du château.
L'air y était plus froid. Elle hésita une seconde seulement avant d'allumer sa lampe torche et d'entamer la descente. Chaque marche grinçait sous son poids. Le sous-sol révélait une série de pièces communicantes, certaines contenant de vieux tonneaux, d'autres complètement vides. Dans l'une d'elles, Camille trouva un mince matelas à même le sol, des bouteilles d'eau vides et des emballages de produits alimentaires transformés. Quelqu'un y vivait. Alors qu'il consignait sa découverte, il entendit un bruit provenant de l'étage supérieur. Un pas, puis un autre. Camille éteignit instinctivement sa lampe torche et s'appuya contre le mur froid. Son cœur s'emballait. Ce n'était pas la peur irrationnelle des fantômes ou des ombres, c'était la certitude concrète qu'elle n'était pas seule dans ce château abandonné. Quelqu'un se déplaçait au-dessus d'elle, à pas prudents, comme s'il connaissait la moindre irrégularité du sol. Elle monta lentement, en maîtrisant sa respiration. De retour dans le hall principal, il remarqua que la porte par laquelle il était entré était désormais complètement fermée. Dehors, le vent continuait de souffler. Mais à l'intérieur de Montrevaux, le silence avait pris du poids, et Camille comprit, pour la première fois depuis son arrivée, pourquoi tous ceux qui entraient dans ce château semblaient en ressortir différents, quand ils en ressortaient. Camille s'efforça de garder son calme en se dirigeant vers la porte d'entrée. Elle tourna fermement la poignée. Rien. Elle réessaya en forçant davantage. Le vieux bois grinça, mais ne bougea pas. Le loquet semblait bloqué de l'intérieur, chose dont elle était certaine de ne pas être à l'origine. Elle prit une profonde inspiration et recula de 2 pas. La logique professionnelle l'emporta. Les vieilles portes se dilatent avec l'humidité, les mécanismes rouillent. Rien de surnaturel là-dedans. Pourtant, le malaise grandissait, alimenté par un silence pesant et l'impression persistante d'être observée. Camille chercha une autre issue dans le couloir. Elle trouva une porte latérale partiellement obstruée par des décombres, mais parvint à la pousser juste assez pour passer. Dehors, le jardin intérieur était envahi par une végétation sauvage. Des statues couvertes de mousse émergeaient des buissons, telles des silhouettes noyées dans le verre. Elle fit le tour du bâtiment jusqu'à atteindre une ancienne entrée de service. Elle était ouverte. Avant de réessayer, il a appelé le numéro de téléphone du consortium. Pas de réseau. Elle rangea son téléphone portable en réprimant une irritation palpable. Montrevaux n'était pas seulement un château abandonné, c'était un lieu délibérément oublié. En parcourant l'aile nord, Camille commença à remarquer des détails architecturaux qui ne figuraient pas dans les documents officiels. D'étroits passages dissimulés derrière des panneaux décoratifs, de petites portes encastrées près du sol et un système de couloirs secondaires typique des demeures aristocratiques françaises de l'après-Révolution, autrefois utilisées par les domestiques pour se déplacer discrètement. Le château avait été la résidence d'Étienne de Montrevaux, un noble qui en conserva la propriété même après la Révolution française, grâce à des alliances politiques discrètes. Les documents historiques font état de rénovations successives, mais on sait peu de choses sur ces derniers occupants. Après la Seconde Guerre mondiale, la propriété fut vendue, abandonnée, revendue, puis de nouveau oubliée. Le village qui entourait le château s'est développé en l'évitant, comme s'il s'agissait d'une plaie ouverte dans le paysage. Camille a trouvé d'autres signes d'occupation récente. Un sac à dos caché derrière une tapisserie déchirée, une pile de vêtements pliés avec un soin excessif, des dessins au fusain sur les murs, des figures humaines sans visage, toujours près des portes ou des escaliers. Ce n'étaient pas des gribouillis aléatoires, c'était intentionnel. C'est alors qu'elle a entendu une toux étouffée. Il se retourna immédiatement. Au bout du couloir, partiellement dissimulé par l'ombre d'une arche de pierre, se tenait un homme maigre, non rasé, et vêtu de vêtements trop lourds pour la saison. Il tenait un objet métallique dans sa main droite, une clé à molette peut-être. Ils se fixèrent du regard pendant quelques secondes. « Je travaille ici », dit Camille d'une voix posée. « Je suis restauratrice, je ne veux pas d'ennui. » L'homme inclina la tête pour l'examiner. Ses yeux étaient cernés, marqués par des nuits blanches. « Cet endroit n'est pas à vendre, » répondit-il avec un accent campagnard. « Il n'a rien à faire là. »
Camille comprit qu'il connaissait le château comme sa poche. Il se déplaçait avec assurance, se positionnant toujours de manière à bloquer les couloirs et les sorties. Il n'avait pas l'air d'un simple intrus. « Je dois juste terminer mon expertise structurelle », a-t-elle répondu. « Ensuite, je partirai. » Il fit un pas en avant. Tout le monde dit ça. Elle remarqua de vieilles cicatrices sur ses avant-bras, partiellement dissimulées par ses manches. Son odeur était un mélange de sueur et de fumée de bois. Il y avait aussi autre chose, une légère odeur métallique que Camille ne parvint pas à identifier immédiatement. D'autres silhouettes commencèrent à apparaître aux entrées latérales. Un très jeune garçon, peut-être 17 ans. Une femme aux cheveux courts et au regard dur. 2 autres hommes, portant tous deux des sacs à dos usés. Un petit groupe, vivant en marge de la société, réfugié dans ce bâtiment oublié. Camille a vite compris. Ce n'étaient pas des touristes, c'étaient des résidents permanents. Le chef, qui se présenta uniquement comme Laurent, expliqua de façon décousue qu'ils avaient trouvé Montrevaux des années auparavant, alors que tous vivaient dans des situations extrêmes, expulsés, criblés de dettes, fuyant un passé violent. Le château leur offrait un refuge, l'eau d'un vieux puits et la solitude. Mais il y avait des règles. Certaines zones étaient interdites d'accès. Le sous-sol le plus profond était inaccessible. Aucun étranger ne pouvait circuler librement. Et surtout, personne n'est reparti avec des informations. Les tensions se sont exacerbées lorsque Camille a évoqué le consortium. Laurent serra les dents. S'il transforme cet endroit en attraction touristique, nous sommes condamnés. Elle tenta d'expliquer que son travail était technique, qu'elle ne prenait aucune décision. Mais il était clair que, pour eux, Camille représentait une menace directe pour la seule stabilité qu'ils étaient parvenus à instaurer. Et pendant qu'ils discutaient, Camille remarqua quelque chose d'inquiétant. Aucun d'eux ne semblait vraiment à l'aise à l'intérieur du château. Ils se déplaçaient trop vite dans les couloirs, ils évitaient de toucher les murs. Et chaque fois qu'un bruit lointain résonnait dans les vieilles structures, tous, sans exception, se taisaient, comme s'ils attendaient une réponse du bâtiment lui-même. Montrevaux n'était pas qu'un simple refuge. C'était un espace qui façonnait les comportements. Et Camille commençait à comprendre que ces gens n'étaient pas là par simple choix. Laurent guidait Camille à travers un dédale d'étroits couloirs, gardant toujours 2 membres du groupe derrière elle. Ce n'était pas une escorte armée à proprement parler, mais cela lui faisait bien comprendre que ses options étaient limitées. Le château semblait se réorganiser au fur et à mesure de leur progression. Des portes apparaissaient là où elle ne se souvenait pas en avoir vu auparavant. Des escaliers menaient à des paliers inattendus. Camille tenta de mémoriser le parcours, mais comprit vite que Montrevaux ne suivait pas un plan simple. Les rénovations successives au fil des siècles avaient créé un véritable labyrinthe, où chaque aile dissimulait de subtils détours. Ils arrivèrent dans une ancienne salle de musique, désormais transformée en espace commun. Un piano sans couvercle servait de table improvisée. Des bougies étaient disposées dans des niches murales. Une carte dessinée à la main montrait des parties du château marquées en rouge. Laurent le désigna du doigt. « Personne n'entre ici, ici et ici. » Camille s'approcha pour observer. Les zones marquées correspondaient à d'anciennes fondations et à des tunnels souterrains qu'elle n'avait pas encore entièrement explorés. « Pourquoi ?» La femme aux cheveux courts répondit avant qu'il ne puisse, « Car ceux qui y entrent n'en reviennent pas les mêmes. » Camille a conservé un ton professionnel. « Vous vous trouvez dans une structure instable. Il existe un risque réel d'effondrement de certaines ailes. Je dois tout documenter. Si quelqu'un se blesse, nous nous sommes déjà fait du mal, » interrompit Laurent. Il releva sa manche et montra une vieille brûlure irrégulière et mal cicatrisée sur son avant-bras. Ce n'était pas un incendie, ce n'était pas non plus un produit chimique. Le jeune homme à l'arrière-plan détourna le regard. Camille sentit un léger frisson lui parcourir la nuque, mais refusa d'alimenter les spéculations. Il attribua cette remarque au stress, à une vie précaire, au besoin humain de donner un sens au hasard. Malgré tout, il décida d'insister pour en obtenir davantage. « J'ai trouvé un matelas à la cave. Quelqu'un était là récemment. » Un silence s'installa immédiatement. Laurent ferma les yeux un instant.
Je vous avais dit que cette zone était interdite d'accès. Je ne savais pas. Il prit une profonde inspiration, comme pour contenir une explosion. Nous avons verrouillé ce passage pour une raison. Camille croisa les bras. Je dois évaluer l'ensemble des fondations. De l'eau s'infiltre depuis les niveaux inférieurs. Sans renforcement de la structure, une partie du château pourrait s'effondrer. La femme laissa échapper un petit rire sans joie. Il commence déjà à céder, mais pas comme vous l'imaginez. À ce moment-là, le conflit a cessé d'être simplement territorial. Camille voulait faire son travail. Le groupe voulait préserver sa cachette. Mais il y avait autre chose, quelque chose qu'aucun d'eux n'exprimait ouvertement. Montrevaux imposait ses propres limites. Laurent finit par autoriser Camille à poursuivre l'inspection, à condition qu'elle soit accompagnée. Le jeune homme, nommé Émile, était chargé de la suivre. Il était très silencieux, toujours quelques pas derrière, les yeux rivés sur la moindre ombre. Ils traversèrent l'aile ouest, où le plafond était fortement fissuré. Camille documenta tout par des photos et des notes rapides. Au fil de son travail, elle remarqua des traces d'outils récentes sur les vieilles poutres, comme si quelqu'un avait renforcé des points précis, non pas les plus évidents, mais les plus profonds. « Qui a fait ça ?» demanda-t-il. Émile hésita. « Laurent. »« Pourquoi là-bas ?» Le garçon mit un certain temps à répondre. « Parce que c'est là que ça fait mal. » Camille fronça les sourcils. Avant qu'il puisse insister, un bruit sourd et sec résonna à l'étage. De la poussière tomba du plafond. Ils sursautèrent tous les deux. Des cris provenaient de la direction de l'escalier principal. Ils ont couru. Dans la galerie centrale, ils trouvèrent l'un des hommes étendu au sol, se tenant la cheville. Une partie du plancher s'était effondrée, créant une ouverture irrégulière qui laissait apparaître un niveau intermédiaire rempli de vieux décombres. Camille s'est agenouillée à côté de lui, évaluant rapidement la blessure. « Fracture mineure, il faut l'immobiliser. » Laurent fixait l'ouverture dans le sol avec une expression tendue. Cela n'était pas censé se produire maintenant. « Maintenant ?» répéta Camille. Il n'a pas répondu. Pendant qu'ils improvisaient une attelle, Camille remarqua quelque chose d'inquiétant. L'effondrement ne s'était pas produit dans la zone la plus détériorée, mais dans une partie apparemment solide. Comme si la structure avait choisi cet endroit précis pour céder. Dans les minutes qui suivirent, d'autres bruits commencèrent à provenir du château. Des craquements lointains, de subtiles vibrations dans les murs. Un craquement continu qui semblait se propager dans les couloirs comme une lamentation. La tension s'est propagée au sein du groupe. La femme aux cheveux courts commença à rassembler ses sacs à dos. Le jeune Émile s'approcha de Laurent en parlant à voix basse. Camille essaya de nouveau d'appeler dehors. Pas de réseau. Elle s'est rendue compte que la situation se transformait rapidement d'une évaluation technique en une crise active. « Vous devez partir d'ici, dit-elle. Le bâtiment s'effondre progressivement. » Laurent secoua la tête. « Ça ne marche pas comme ça. Alors, comment ça se passe ?» Il fixa le vide un instant, puis se tourna vers elle. Montrevaux réage. Camille ressentit une tension dans son estomac. Non pas parce que je croyais en cette idée, mais parce que jusqu'alors, tous les faits observables semblaient concourir à rendre cela plausible. La décision de rester dans le château n'a pas été prise collectivement. C'est arrivé, tout simplement. Après l'effondrement partiel de la galerie, Laurent décréta que personne ne partirait tant que les causes de ces défaillances structurelles en série ne seraient pas identifiées. Des sentiers dans les bois étaient bloqués par des arbres tombés, et la seule route d'accès était partiellement recouverte de boue à cause des pluies récentes. Même s'il l'avait voulu, une évacuation immédiate ne serait pas chose aisée. Camille n'était pas d'accord, mais elle s'est vite rendue compte que sa voix n'avait que peu de poids là-bas. Elle passa les heures suivantes à cartographier les dégâts, tandis que le groupe renforçait des points précis du bâtiment avec des poutres de récupération. Chacun avait un rôle précis. Émile transportait les matériaux, la femme, qui s'appelait Claire, s'occupait des provisions et les deux autres surveillaient les entrées et les sorties. Et en parallèle, des récits fragmentaires ont commencé à émerger.
Camille a découvert que Claire avait été infirmière à Lyon avant de perdre son emploi suite à une erreur médicale jamais clairement élucidée. L'un des hommes avait passé des mois à vivre dans sa voiture. Laurent était maçon, spécialisé dans la restauration de façades historiques, jusqu'à ce qu'un accident sur un chantier lui laisse une séquelle permanente à la jambe. Ce n'étaient pas des criminels, c'étaient des vestiges d'un système qui les avait rejetés. L'intrigue secondaire d'ordre humain commença à se dessiner à ce moment-là. Montrevault n'était pas seulement un refuge physique, mais le dernier espace où il pouvait encore exister sans explication formelle. Camille, de son côté, dissimulait une part d'elle-même. Elle avait accepté le poste en partie pour fuir Paris, où une longue relation s'était brutalement interrompue quelques mois auparavant. Elle s'était plongée dans des projets successifs pour éviter d'affronter ce sentiment de déracinement. Montrevault représentait un contrat de plus, du moins jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. La pression du temps s'est accrue lorsque Claire les a informés que les provisions ne dureraient que 3 jours au maximum. De plus, l'eau du puits contenait d'étranges particules, un sédiment sombre qui n'avait pas été observé les jours précédents. Camille en a prélevé un échantillon, mais faute de laboratoire et de connexion extérieure, l'analyse était limitée. Entre-temps, le comportement du château devenait erratique. Les portes se fermaient toutes seules, des courants d'air soufflaient dans les couloirs sans fenêtres. Des objets changeaient de place tout au long de la nuit, pas de façon spectaculaire, de petits changements, presque imperceptibles, mais constants. Laurent commença à marquer les murs à la craie, créant une carte vivante des bruits, des vibrations et des zones instables. Camille tenta de corréler le tout à des facteurs physiques, humidité, dilatation thermique, tassement structurel. Mais certains schémas sont passés inaperçus. Une intrigue secondaire plus sombre est apparue lorsqu'Émile a avoué, à voix basse, que tous les occupants d'origine n'étaient plus là. « Nous étions 9, dit-il en aidant Camille à soutenir une poutre. 2 sont partis, 1 est resté. Camille a arrêté le mouvement. Comment cela s'est-il passé? Le garçon déglutit difficilement. C'est descendu trop bas. Elle a tenté d'obtenir plus de détails, mais Laurent est intervenu, mettant fin à la conversation. Plus tard, Camille découvrit une porte verrouillée au fond de l'aile sud. Contrairement aux autres, elle était renforcée par des barreaux métalliques récemment installés. Derrière, une forte odeur se dégageait, un mélange de rouille, de terre humide et d'une substance organique. Elle n'a pas forcé le passage, il préférait observer. Claire évitait ce couloir. Laurent ne l'empruntait qu'une fois par jour, toujours seul. Les autres l'évitaient complètement. Une autre intrigue se développait en parallèle, un conflit interne au sein du groupe. L'un des hommes voulait quitter Montrevault immédiatement, malgré les routes bloquées. Un autre accusait Laurent de dissimuler des informations. Des voix commençaient à s'élever la nuit, suivies de longs silences. Camille s'est mise à dormir avec une lampe de poche à la main. Elle remarqua aussi de subtils changements en elle. Elle se réveillait toujours à la même heure, quelques minutes avant qu'un craquement lointain ne résonne dans les murs. Ses rêves étaient peuplés de couloirs qu'elle ne se souvenait pas avoir vus à l'état de veille. Et elle se mit à dessiner involontairement des plans dans son carnet, des lignes s'entrecroisant en motifs qui ne correspondaient pas à l'architecture réelle. Le château laissait sa marque. La complexité de la situation n'était plus seulement structurelle ou sociale. Montrevault agissait comme un catalyseur, exacerbant les traumatismes, les peurs et les décisions extrêmes. Les intrigues secondaires, la survie du groupe, les secrets de la cave, la dégradation psychologique convergeaient lentement vers un centre unique et invisible. Et Camille sentait, avec une clarté troublante, que le temps à l'intérieur n'obéissait pas aux mêmes règles que le monde extérieur. Le point de rupture est survenu la 2e nuit. Camille se réveilla avec l'étrange impression d'être observée. La chambre improvisée, une ancienne chambre d'amis, baignait dans une pénombre bleutée, éclairée seulement par la lune filtrant à travers les vitraux fissurés. Le silence était si absolu qu'il lui semblait lui peser sur les oreilles. Elle s'assit lentement. C'est alors qu'il a entendu des pas venant du couloir sud. Ils n'étaient ni rapides ni hésitants.
Ils avaient une cadence, comme si quelqu'un marchait à un rythme que seul cet individu pouvait entendre. Camille prit la lampe torche et ouvrit prudemment la porte. Le couloir était vide, mais l'air était plus froid que d'habitude, et un léger courant d'air poussait la poussière vers la zone réglementée. Malgré ses réticences, elle les a suivis. Chaque mètre parcouru accentuait une pression désagréable dans sa poitrine, comme s'il descendait sans équilibrer la pression dans ses oreilles. En approchant de la porte renforcée par des barreaux de métal, il remarqua quelque chose d'inhabituel, des marques récentes autour de la serrure, de profondes rayures faites de l'intérieur vers l'extérieur. Elles jouaient du métal, c'était tiède. Avant qu'il puisse saisir le détail, un son étouffé traversa le bois. Un bruit faible et irrégulier, comme une respiration retenue. Camille recula d'un pas. À ce moment-là, Laurent apparut derrière elle. « Je t'avais dit de ne pas venir ici. » Elle se retourna. « Il y a quelqu'un là-dedans. » Son visage se durcit. « Ce n'est pas quelqu'un. » Ils restèrent immobiles quelques secondes, à l'écoute. Le son cessa, remplacé par un craquement profond venant des fondations, suivi d'une longue vibration qui parcourut les murs. Laurent ferma les yeux, il se réveille. Camille a exigé des explications. C'est là, dans ce couloir froid, que Laurent a raconté ce qui s'était réellement passé des mois auparavant. Ils avaient découvert un passage souterrain au-delà du sous-sol que Camille avait initialement exploré. Un ancien tunnel, probablement utilisé comme voie d'évasion lors des conflits du XIXe siècle. À son extrémité, une chambre circulaire en pierre, sans aucune trace historique connue. Au centre de la chambre, il y avait un espace creusé dans le sol, pas vraiment un puits, plutôt une dépression délibérée dans la roche. L'homme qui était resté était descendu là-bas. Il s'appelait Marc. Marc souffrait de graves épisodes psychotiques et avait rejoint le groupe en quête d'un refuge. Les premiers jours, il disait entendre des voix provenant des murs. Plus tard, il a commencé à passer des heures en silence, assis près du tunnel, jusqu'au jour où tout s'est effondré. Laurent et les autres le suivirent. Ils trouvèrent Marc à l'intérieur de la chambre, nu, couvert de boue sombre, les mains pressées contre la roche comme s'il tentait de ne faire qu'un avec elle. Il répétait sans cesse la même phrase, sans la moindre variation. Il a besoin d'espace. Ils ont tenté de l'expulser par la force. C'est alors que le premier effondrement s'est produit. Une partie du tunnel s'est effondrée, blessant 2 d'entre eux. Marc a été pris de violentes convulsions, puis est tombé dans un état catatonique. Il n'a plus jamais parlé. Depuis lors, Laurent l'avait maintenu isolé dans cette aile renforcée, le nourrissant par une minuscule ouverture, et évitant tout contact direct. « Ce n'est plus Marc, » dit Laurent. Le château lui a fait quelque chose. Camille sentit un frisson lui parcourir les bras. Elle voulait réfuter cette hypothèse, la rationaliser, tout faire rentrer dans le cadre des connaissances cliniques. Mais ce récit coïncidait avec les schémas structurels qu'elle avait observés. Les effondrements survenaient toujours après des tentatives d'accès à la chambre souterraine. « Vous êtes assis sur une faille géologique », a-t-il affirmé, ou dans une poche d'humidité profonde. Cela peut provoquer une instabilité localisée, des bruits, voire des hallucinations dans les espaces clos. Laurent secoua la tête. « Vous n'avez pas vu ce que nous avons vu. » Ce moment de tension fut interrompu par un cri provenant de l'aile nord. Ils ont couru. Claire gisait sur le sol, du sang coulant de son front. Une bibliothèque entière s'était effondrée toute seule, sans la moindre vibration apparente. Le jeune Émile tremblait, pointant du doigt le plafond. « Il déménage », répéta-t-elle. Camille aida Claire à se relever, mais quelque chose changea en elle à ce moment-là. L'événement n'était pas isolé, c'était une réponse. Comme si le château réagissait à leur présence, redistribuant les charges, ouvrant des fissures, imposant des choix. Pas consciemment peut-être, mais à la manière d'un organisme ancien cherchant à expulser des corps étrangers. La révélation finale est survenue lorsque Camille, en revoyant ses photos, s'est rendu compte de quelque chose d'impossible. Les fissures qu'elle avait documentées ce matin-là avaient changé de position, non agrandies, en cas de déplacement. Elles formaient désormais un motif circulaire,
convergeant lentement vers le point précis où se trouvait la chambre souterraine. Le château ne se dégradait pas seulement. Il était en train de réorganiser sa propre structure, et Camille comprit qu'ils avaient déjà dépassé les limites d'une simple occupation illégale ou d'un défaut architectural. Montrevault les menait tous vers un seul et même résultat. La découverte de ces fissures mouvantes a déclenché un nouvel état d'alerte. Camille réunit le groupe dans l'ancienne salle de musique et étala ses photos imprimées sur le piano. Les images montraient clairement la progression des fissures sur 2 jours. Des lignes autrefois éparses s'alignaient désormais en courbes régulières, toutes convergeant vers un même point souterrain. Claire, avec un bandage de fortune sur le front, fut la première à prendre la parole. « Voilà, c'est tout. Il nous pousse là-bas. Personne n'a demandé qui était lui. » Le mot s'était déjà ancré entre eux comme une chose inévitable. Laurent se frotta les mains, laissant des marques blanches de craie sur ses doigts. « Combien de temps avons-nous » Camille a fait un calcul rapide, basé sur le taux de micro-effondrement et l'instabilité des poutres principales. Peut-être 24 heures avant une panne majeure, moins encore si quelqu'un tente d'accéder à nouveau à cette caméra. Le garçon, qui avait voulu s'échapper depuis le premier jour, se leva brusquement. « Je pars maintenant !» Il tenta d'atteindre la porte, mais un craquement profond résonna dans tout le château, suivi d'une brève secousse. Un morceau de plâtre tomba juste devant ses pieds, bloquant le passage. Il recula, pâle. La réaction collective fut le silence. Il n'y a pas eu de panique ouverte, seulement une acceptation progressive et pesante du fait qu'ils étaient encerclés, non pas par des murs, mais par un système qui réagissait aux tentatives d'évasion. Les conséquences psychologiques ont commencé à se manifester rapidement. Émile cessa presque complètement de parler. Il passa des heures assis près d'une fenêtre brisée, à contempler les bois comme s'il attendait de voir quelque chose émerger de la brume. Un des hommes se mit à prier à voix basse, répétant des phrases décousues. Claire s'occupait à ranger des objets qui n'avaient pas besoin d'être rangés. Laurent devint plus rigide, plus autoritaire. Il assignait des tâches sans en expliquer les raisons, renforçait des portes au hasard et déplaçait le groupe plusieurs fois au cours de la journée. Camille comprit qu'il essayait de semer la confusion dans le château. Elle, en revanche, s'est concentrée sur des actions concrètes. Il a isolé les zones critiques. Il a renforcé les piliers de fortune. Il a balisé les voies d'évacuation, même en sachant qu'elles pourraient ne pas être efficaces. Son objectif principal était d'empêcher un effondrement total, voire partiel. Mais les réactions provenant du bâtiment se sont poursuivies. Dès que quelqu'un s'approchait trop près de l'aile souterraine, de nouveaux bruits apparaissaient. Les courants d'air s'inversaient. De petits objets roulaient tout seuls sur le sol. Claire a confronté Laurent ce soir-là. « Tu savais que ça pouvait arriver. » Il ne l'a pas nié. Je savais qu'il ne voulait pas qu'on s'amuse là-bas. Et pourtant, la situation est restée inchangée. Où irions-nous? La question est restée sans réponse. Camille observait, comprenant que la décision de rester à Montrevault n'était pas fondée sur le courage ou l'entêtement, mais sur un manque d'alternative. Les relations ont commencé à se détériorer. Le groupe s'est officieusement divisé en 2 camps. Ceux qui pensaient qu'il fallait nourrir le château, permettant ainsi à Marc de rester isolé et à la chambre de ne pas être dérangée. Et ceux qui préconisaient une intervention directe, ouvrir le passage, faire sortir Marc, tenter de briser le cycle. Camille était dans le 2e groupe. Elle ne pouvait se résoudre à l'idée d'un bâtiment doté d'une volonté propre. À ses yeux, Marc était un malade prisonnier d'un environnement toxique, et la chambre souterraine contenait probablement des gaz ou des champignons susceptibles de provoquer délire et instabilité structurelle. Mais chaque tentative d'approche se soldait par une réaction physique de la part du château. Une poutre fissurée, un plancher qui s'affaisse, une porte bloquée. Les conséquences furent immédiates et cumulatives. Au petit matin, Camille fut réveillée par un léger gémissement. Il trouva Émile recroquevillé près de l'escalier, se balançant d'un corps à l'autre. « Il appelle !» murmura le garçon. Pas avec sa voix, avec son poids. Elle tenta de le réconforter, mais se rendit compte que l'air lui-même semblait plus dense à cet endroit, comme si la gravité avait légèrement augmenté. Le château modifiait non seulement sa structure, mais aussi leur perception de celle-ci.
Camille a commencé à souffrir de maux de tête constants. Sa coordination motrice lui faisait défaut de façon aléatoire. Les cartes qu'elle dessinait auparavant n'avaient plus aucun sens, même pour elle. Malgré tout, une certitude se dessinait avec une clarté troublante. Plus il tentait de résister, plus Montrevault réagissait. Ils étaient pris au piège d'un cycle d'actions et de conséquences, où chaque choix déclenchait une réponse architecturale, émotionnelle et physique. Et le temps estimé par Camille commençait à s'écouler. Camille a pris sa décision à l'aube. Ce ne fut pas un moment spectaculaire, ni accompagné d'un courage soudain. Ce fut une conclusion froide, fruit de nuits blanches, de données incohérentes et de la dégradation visible de l'état de tous ceux qui les entouraient. S'ils continuaient à réagir au mouvement du château, ils en seraient engloutis. Ils devaient agir les premiers. Elle a rassemblé Laurent et Claire près du vieil escalier de service, à l'écart des autres. « Ouvrons l'aile souterraine, dit-il sans embâge. Faites sortir Marc de là et aérez cette pièce. Quoi qu'il se passe, c'est concentré à cet endroit. » Laurent serra les poings. À chaque fois qu'on s'approche du but, quelqu'un est blessé. Et chaque fois que nous reculons, le château avance, répondit Camille. Ce n'est pas de l'équilibre, c'est de la procrastination. Claire resta silencieuse pendant quelques secondes. Si vous avez tort, si je me trompe, nous mourrons en tentant d'échapper à un système clos. Si nous ne faisons rien, nous mourrons à attendre. L'infirmière hocha lentement la tête. Laurent n'a plus discuté. Le plan était simple et brutal. Ouvrir la porte blindée, endormir Marc avec les quelques médicaments restants de Claire, l'immobiliser et l'emmener à l'étage. Camille voulait ensuite accéder à la chambre, mesurer le taux d'oxygène et identifier d'éventuels agents chimiques ou biologiques. Rien d'élégant, juste de la survie. Le groupe se répartit les tâches. Camille remarqua de subtils changements en elle-même, tandis qu'elle organisait tout. Ses gestes étaient plus fermes, sa voix plus grave, plus directe. Celle qui était arrivée au château comme technicienne embauchée assumait désormais la direction opérationnelle. Elle ne pouvait plus ignorer sa peur. J'ai travaillé avec lui. Avant leur départ, Camille tendit son carnet à Émile. S'il m'arrive quoi que ce soit, sortez ceci. Il y a suffisamment de preuves ici pour empêcher toute entreprise de transformer cet endroit en attraction touristique. Le garçon tenait le cahier comme s'il était quelque chose de trop fragile pour exister dans un tel environnement. Ils ont progressé le long du corridor sud. La porte métallique résista à la première tentative. Laurent dut improviser un levier, tandis que Claire observait Marc par la petite ouverture en contrebas. Un grincement sourd et irrégulier s'échappa de l'intérieur, accompagné de cette même odeur métallique que Camille avait perçue quelques jours auparavant. Lorsque la barrière a cédé, l'impact a retenti dans tout le château. Un bruit sourd répondit, venant de quelque part en dessous d'eux. Camille est entrée la première. La pièce improvisée était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une faible lampe suspendue au plafond. Marc était assis par terre, le dos contre le mur, les bras tendus, les paumes pressées contre la pierre. Son corps était trop maigre, sa peau tachée de cette boue sombre qui semblait ne jamais sécher complètement. Son regard se porta lentement sur Camille. Il n'y avait aucune reconnaissance là-bas. Claire administra le sédatif pendant que Laurent aidait Marc à se coucher. Dès que son corps se détacha du mur, un craquement violent résonna dans les fondations. De la poussière tomba du plafond. Le château a réagi. Camille ressentit un bourdonnement intense dans les oreilles, comme une modification de la pression atmosphérique. Elle s'agrippa à une étagère tandis que le monde sembla vaciller un instant. Ils ont ligoté Marc avec des sangles de fortune et ont commencé à le traîner dehors. Chaque mètre gagné s'accompagnait d'une forme de résistance structurelle. Portes qui se bloquaient, marches qui se détachaient, poutres qui grinçaient de protestation. Mais ils ont continué. Ce triomphe ne fut pas une victoire émotionnelle, mais plutôt le fruit d'une persévérance mécanique. Lorsqu'elles atteignirent enfin le niveau principal, Camille eut l'impression distincte de franchir une frontière invisible. L'air lui parut plus léger. Le bourdonnement cessa. Marc fut placé dans une grande pièce, à l'écart de l'aile sud. Pendant quelques minutes, rien ne se passa. Puis le château répondit. Un effondrement partiel se produisit à l'extrémité opposée, comme si Montrevault redistribuait son propre poids.
Une fenêtre explosa vers l'extérieur. Une partie du plafond s'effondra dans le jardin intérieur. Mais, pour la première fois depuis le début, la réponse ne leur était pas adressée. Camille remarqua le changement de motif. Elle retourna en courant dans le couloir sud et, ignorant les protestations de Laurent, descendit seule dans la chambre souterraine. L'espace circulaire était plus ancien que le reste du château, creusé directement dans la roche. En son centre, la niche était remplie d'une substance sombre et visqueuse à la forte odeur de fer rouillé. Elle a rapidement prélevé les échantillons. Les capteurs improvisés ont détecté des niveaux anormaux de dioxyde de carbone et la présence de composés organiques en décomposition. Rien de surnaturel. Un micro-environnement toxique susceptible de provoquer une hypoxie, des hallucinations et une désorientation prolongée. Le château n'en était pas conscient. Mais il s'agissait d'un système clos, amplifiant les effets physiques jusqu'à ce qu'ils paraissent intentionnels. À son retour couverte de poussière, Camille expliqua tout au groupe. Il n'y a pas eu de célébration, mais quelque chose de nouveau a émergé. La clarté. Ils avaient rompu le cycle initial. Et Camille, en se redressant les jambes tremblantes et le corps épuisé, réalisa qu'elle n'était plus seulement une observatrice essayant de réparer de vieux murs. Elle était devenue une participante active à la lutte contre Montrevolt. Le départ de Marc a bouleversé le fragile équilibre de Montrevolt. Pas immédiatement, mais progressivement, comme un organisme qui, privé d'un élément central, entreprend de redistribuer ses tensions internes. Les heures qui suivirent furent marquées par un silence étrange, seulement troublé par quelques craquements occasionnels et le bruit sourd et lointain de pierres qui s'enfonçaient. Camille a profité de ce temps pour agir rapidement. Elle a délimité des zones sécurisées au rez-de-chaussée, isolant les couloirs, donnant un accès direct aux fondations. Laurent a renforcé les piliers avec le bois encore utilisable. Claire a rassemblé médicaments, eau et nourriture en un seul endroit, préparant le groupe à une évacuation d'urgence. Marc restait inconscient, respirant difficilement, mais son état était stable. Camille a prélevé davantage d'échantillons d'air à différents niveaux du château. Les valeurs variaient considérablement d'une aile à l'autre, confirmant son hypothèse. Montrevolt fonctionnait comme une immense chambre de pression irrégulière, piégeant les gaz et les redistribuant au gré des mouvements de la structure. L'effet était cumulatif. À chaque micro-effondrement, de nouvelles poches toxiques se formaient. Elle expliqua cela au groupe en utilisant des phrases courtes et objective. Il n'y avait plus de place pour les métaphores. Le château s'effondre en chaîne. Nous devons partir avant que les fondations principales ne cèdent. Combien de temps ? Demanda Claire. Camille a observé les données improvisées. Peut-être 6 heures. La nouvelle a été un véritable coup de poignard. Ils se mirent à régler rapidement, presque machinalement, les intrigues secondaires en suspens. L'homme qui avait voulu s'échapper dès le début aida à dégager l'ancienne entrée de service en enlevant les débris accumulés. Émile rassembla les papiers personnels et les quelques souvenirs que chacun conservait encore. Laurent traça un itinéraire d'évasion à travers les bois en évitant les zones inondées. Plus personne ne discutait. Chaque geste semblait urgent. Le château, cependant, ne resta pas passif. Alors qu'il se préparait à l'évacuation, une nouvelle secousse secoua l'aile ouest. Un escalier secondaire s'effondra complètement, bloquant l'un des itinéraires prévus. Claire faillit être heurtée par une poutre détachée. Camille la tira à temps. Le rythme s'accélérait. Camille commença à avoir des vertiges, mais elle n'y prêta pas attention. Son corps fonctionnait au-delà de ses limites normales, alimenté par l'adrénaline et une concentration extrême. Elle a examiné la dernière carte structurelle et a remarqué quelque chose d'alarmant. Les tensions convergeaient à nouveau vers le centre, mais cette fois-ci de manière plus large, impliquant des piliers clés. L'effondrement imminent ne serait pas localisé, ce serait parfait. Elle a rassemblé tout le monde près de la sortie de service. Quand je dis « maintenant », personne ne retourne chercher quoi que ce soit. Si quelqu'un tombe, 2 l'aident. Si quelqu'un est coincé, on crie et on suit le son, on ne se sépare pas. Laurent acquiesça.
Émile serrait le carnet de Camille contre sa poitrine. Marc se mit à se débattre sur la civière de fortune en émettant de faibles sons gutturaux. Claire ajusta la sangle. Il se réveille. Camille déglutit difficilement. Alors, sortons avec lui conscient. L'atmosphère devint encore plus pesante. C'est à ce moment-là qu'ils entendirent le bruit provenant des fondations. Ce n'était pas une photo ordinaire. Il s'agissait d'un déplacement long et profond, comme si une couche entière de roches se déplaçait. Le sol vibrait sous ses pieds. Des particules de poussière tombaient comme une fine pluie. Camille regarda le plafond. Et maintenant? Ils se hâtèrent dans l'étroit couloir en direction de la sortie. L'air s'épaissit à nouveau, rendant la respiration difficile. Des portes se mirent à claquer toutes seules, créant des échos chaotiques. La montée en puissance jusqu'au point culminant n'était pas faite de discours ni d'adieux émouvants. Il était fait de corps en mouvement, de décisions instantanées et de chemins qui disparaissaient derrière eux. Lorsqu'ils sont arrivés à l'entrée de service, ils ont constaté que la porte était partiellement bloquée par des pierres fraîches. Laurent et l'autre homme commencèrent à déblayer les décombres à main nue. Camille entendit un craquement aigu provenant de l'aile centrale. La carte mentale qu'elle avait construite au fil des jours fut réorganisée en quelques secondes. S'ils ne partaient pas dans les prochaines minutes, l'effondrement principal les engloutirait. Elle a aidé à pousser les pierres, sentant ses muscles brûler. Le vent froid venu de l'extérieur commença à souffler par l'ouverture. La sortie était proche, mais Montrevault n'avait pas encore terminé. La première partie du toit s'est effondrée avant qu'il ne puisse créer suffisamment d'espace. Un rugissement assourdissant résonna dans le château, suivi d'une onde de choc qui projeta Camille contre le mur. L'air lui fut arraché des poumons un instant. Des blocs de pierre et de bois dévalèrent le couloir derrière eux, bloquant complètement le passage d'où ils venaient. Laurent a crié quelque chose d'incompréhensible pour tous. Camille se releva en titubant, les oreilles bourdonnantes, et courut vers Émile qui gisait à genoux hébété. Elle le tira plus près de l'ouverture, tandis que Claire tentait de protéger Marc de son propre corps. Le château s'est progressivement effondré, non pas comme une explosion unique, mais par vagues. Chaque fissure en déclenchait une autre, créant un effet domino jusque dans les fondations. Les murs tremblaient, les portes se détachaient de leurs gonds, les vitraux se brisaient en cascades colorées qui se mêlaient à la poussière. Camille s'est rendu compte qu'il n'aurait pas le temps de dégager complètement la sortie de service. La carte mentale que j'utilisais a été réorganisée une dernière fois. Il y avait un autre itinéraire. « Par l'ancienne cuisine !» cria-t-il en montrant une arche latérale presque cachée par les décombres. Laurent hésita une seconde seulement avant d'acquiescer. Ils changèrent de direction, emportant Marc avec eux à quatre. Le couloir de la cuisine était plus bas, plus étroit et déjà profondément fissuré. De l'eau sombre ruisselait le long des murs, rendant le sol glissant. Le bruit de l'effondrement les hantait comme un animal invisible. Au milieu du trajet, une poutre a cédé, séparant Claire du reste du groupe. Elle est tombée à la renverse et a heurté violemment le sol. Camille courut vers elle. Claire était consciente, mais sa jambe était coincée sous les décombres. Laurent revint aussitôt, essayant de soulever la poutre à main nue. « C'est impossible !» s'écria-t-il. « C'est trop lourd !» Claire tenait le bras de Camille. « Où ? Non !»« Camille !» « Vas-y !» Une autre secousse, plus forte que les précédentes, parcourut le château. Une partie du plafond de l'ancienne cuisine commença à s'effondrer. Camille a pris la décision la plus difficile de sa vie professionnelle et personnelle. Elle a rapidement évalué les points d'appui, redistribué le poids de la poutre à l'aide d'une barre de métal tombée au sol et poussé de toutes ses forces. La douleur lui traversait les épaules comme un éclair. Laurent a aidé. Le faisceau s'est déplacé de suffisamment de centimètres. Claire retira sa jambe libre, laissant pendre un morceau de son pantalon et de peau. Elle ne cria pas. Elle se releva simplement en boitant et retourna soutenir Marc. La course a repris. La sortie de la cuisine donnait sur une ancienne cour secondaire, presque entièrement envahie par la végétation. Le mur extérieur présentait une brèche suffisamment large pour qu'une personne puisse s'y glisser. La lumière grise de l'aube y pénétrait.
Mais le sol commença à s'affaisser, pas lentement. Tout à coup, une dalle entière du sol s'est effondrée sous Laurent et Marc. Laurent a réussi à s'accrocher au bord, mais la civière de fortune a glissé. Marc commença à glisser vers l'ouverture. Camille s'est jetée au sol et a saisi les sangles. Un instant, ils restèrent suspendus au-dessus d'un vide rempli de poussière et d'échos. Laurent tenait Camille par les chevilles. Émile et l'autre homme essayaient de tirer Laurent en arrière. Marc ouvrit les yeux. Ils étaient étrangement lucides. Il regarda Camille droit dans les yeux, et elle sourit. Ce n'était pas un sourire humain. Ce fut une profonde détente musculaire, comme chez quelqu'un qui trouve enfin le repos. Puis il s'est libéré de ses propres chaînes. Le poids a soudainement disparu. Camille fut violemment tirée en arrière, ses bras raclant le sol de pierre. Marc tomba dans le vide, sans un bruit. L'impact résonna dans les fondations comme une cloche brisée. Le château répondit par un dernier rugissement. Les murs extérieurs commencèrent à s'effriter. Des tours entières s'écroulèrent sur elles-mêmes. Un épais nuage de poussière et de débris balaya la cour. Ils se sont enfuis par la fissure dans le mur. Camille sentit l'air froid envahir ses poumons lorsqu'elle pénétra dans les bois. Derrière eux, Montrevault s'effondrait sur elle-même, comme une créature épuisée qui renonce à supporter son propre poids. Ils ne se sont pas retournés immédiatement. Ce n'est que lorsqu'ils eurent atteint une distance de sécurité entre des arbres enveloppés de brume que Camille se retourna. Il ne restait plus qu'un amas inégal de pierres, de bois et de poussière provenant du château. Le silence qui suivit fut absolu. Le conflit central était terminé. Mais pas comme Camille l'avait imaginé. Le tournant n'a pas été la chute de Marc. Ce fut une prise de conscience tardive. Montrevault n'avait pas besoin d'être détruite de l'extérieur. Il devait se débarrasser de l'élément qui fermait son circuit interne. Marc n'était pas qu'une simple victime, c'était le point d'ancrage. Et, en disparaissant, il emporta avec lui le dernier soutien de ce système macabre. Camille tomba à genoux sur le sol humide, respirant difficilement. Elle était entrée dans ce château en tant que technicienne. Il en est sorti vainqueur. Ils ont marché pendant près d'1 heure à travers les bois avant de s'arrêter. Personne n'a parlé. Claire boitait, appuyée sur Laurent. Émile marchait en silence, serrant toujours le bloc de Camille contre lui comme s'il était une extension de son propre corps. L'autre homme portait le peu de provisions qui restaient. Après Montrevault, le monde extérieur paraissait trop étrange. Le chant lointain des oiseaux, l'odeur de la terre humide, la lumière diffuse du matin filtrant à travers la cime des arbres, tout semblait artificiel, comme s'ils avaient franchi une frontière invisible entre les réalités. Camille s'assit sur un tronc d'arbre tombé et laissa enfin son corps ressentir le poids de ce qui s'était passé. Ses mains tremblaient. Elle avait des coupures superficielles aux bras, des contusions aux jambes et une douleur lancinante aux épaules. Mais elle était vivante. Ils ont capté un signal de téléphone portable quelques minutes plus tard. Claire a passé l'appel. Secours, ambulance, police locale. Les mots sortaient par bribes, entrecoupés de respirations haletantes. Camille observait les rouages du monde, normal, se remettre lentement en marche. Lorsque les secours sont arrivés 2 heures plus tard, Montrevault était déjà considéré comme un important accident de structure. Les autorités ont rapidement bouclé le secteur. Des drones ont survolé les décombres. Les techniciens ont évoqué un effondrement dû à des infiltrations d'eau profonde et à des failles accumulées au fil des décennies. Camille n'a pas objecté. Elle savait que cette explication était suffisante pour les rapports officiels, mais pas pour ceux qui étaient à l'intérieur. À l'hôpital de la ville voisine, Claire fut opérée de la jambe. Laurent reçut des points de suture au front. Émile fut examiné par un psychologue le soir même. Camille témoigna pendant près de 3 heures, décrivant tout en termes techniques, omettant les sentiments qui ne pouvaient être exprimés par des formules. Marc a été porté disparu dans les décombres. Le consortium a immédiatement annulé tout projet de réhabilitation du site. Montrevault a été déclaré zone à risque permanent. Les jours suivants, Camille resta en France plus longtemps que prévu. Elle aida Claire à remplir les formulaires médicaux, accompagna Laurent à ses rendez-vous
avec les travailleurs sociaux et s'assura qu'Émile soit placé dans un programme de placement familial pour jeunes. Elle aurait pu tout simplement partir. Mais ce n'était pas le cas, car il comprenait désormais que la survie ne s'arrête pas au moment de l'évasion. Cela prend fin lorsque les conséquences se font sentir. Quelques semaines plus tard, de retour à Paris, Camille relut une dernière fois ses notes avant de les remettre à un service indépendant de préservation du patrimoine. Elle y avait inclus des données environnementales, des relevés de gaz et des analyses structurelles. Tout ce qui pouvait empêcher quiconque de transformer les ruines en attraction touristique. Elle a également résilié son contrat avec le consortium. Elle a commencé à n'accepter que des projets d'évaluation préventive, axés sur la sécurité humaine et non sur le profit. Parfois, je rêvais encore de couloirs circulaires et de murs qui semblaient respirer lentement. Mais ils se réveilleraient. Je me réveillais toujours. Montrevault avait pris un homme, détruit un château et laissé des marques invisibles sur tous. En retour, elle avait appris à Camille quelque chose qu'aucune éducation académique ne pouvait lui offrir. Les structures abandonnées ne sont pas uniquement faites de pierre. Elles sont faites des gens qui s'y réfugient, et le prix qu'ils paient pour cela. 3 mois plus tard, Camille a reçu une photographie anonyme par la poste. C'était une photo aérienne des ruines de Montrevault, partiellement recouvertes de neige. Au verso, quelqu'un avait écrit une seule phrase. « Certains endroits ne veulent pas être sauvés ». Elle conservait la photo dans un tiroir qu'elle ouvrait rarement. Claire était en rééducation et apprenait à marcher sans douleur. Laurent travaillait dans une petite coopérative de réinsertion sociale. Émile avait repris le chemin de l'école. Quant à Camille, elle évitait les châteaux. Mais parfois, en passant devant de vieux bâtiments, elle ressentait encore une légère pression dans la poitrine, comme si certaines structures continuaient de lui rappeler son passé. Si cette histoire vous a captivé jusqu'ici, partagez vos impressions. Montrevault est une fiction, mais elle s'inspire de lieux réels, abandonnés non seulement par le temps, mais aussi par leurs habitants. Combien de châteaux existent, recelant des histoires humaines qui ne font jamais la une des journaux? Laissez un commentaire. Croyez-vous que l'environnement puisse profondément influencer le comportement des individus? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce voyage macabre? Partagez cette histoire avec quelqu'un qui apprécie les récits sombres et réalistes et continuez d'explorer des mondes où la véritable terreur ne réside pas dans les fantômes, mais dans les structures que nous créons et abandonnons.